Si vous avez déjà traîné vos semelles dans une ville un soir de décembre, vous savez que la nuit n'y est jamais totalement noire. Elle clignote entre les décorations fatiguées, les vitrines qui essaient de croire à la magie, et le souffle glacé qui vous rappelle que rien n'est jamais acquis. La dernière fois, on parlait de ces deux oiseaux mal embouchés de Gun Crazy, un couple qui avait la gâchette aussi fragile que leurs illusions. Eh bien, ce soir, oubliez la passion brûlante. On passe du côté du froid. Le froid d'un lac, le froid d'un mensonge, le froid d'un regard qui vous scrute de trop près. Je suis Sam, et je vous embarque dans une drôle d'affaire. Un film où le détective ne se contente pas de mener l'enquête. Il disparaît derrière vous. Un film où, quand quelqu'un vous ment, c'est à vous qu'il ment. Où chaque sourire trop poli, chaque œil qui se détourne, vous tombe dessus comme un verdict. En 1947, Robert Montgomery a tenté un coup de poker, dont même Hollywood n'avait pas l'habitude. Il a décidé de vous mettre à la place de Philip Marlowe, littéralement. Pas en esprit, pas en empathie, non, en caméra. Pendant tout le film, vous êtes Marlowe, coincé dans son champ visuel comme un mauvais souvenir. Les suspects vous regardent droit dans les yeux, la séduction comme l'agression viennent vous frôler, et chaque fois que Marlowe prend un coup, l'écran se vide, comme un battement de cœur raté. C'est un pari fou, un pari dangereux. Et quelque chose me dit que la MGM, ce jour-là, avait envie de jouer gros. Parce que Lady in the Lake, ce n'est pas simplement une enquête. C'est un piège optique, une plongée où la surface renvoie tout, sauf la vérité. Un film qui ne cherche pas à être confortable, mais à être vécu. Alors installez-vous, laissez la pluie marteler la tôle, tirez la chaise la plus proche. Après la fièvre criminelle de Gun Crazy, on part dans une nuit plus silencieuse, plus glaciale. Une nuit où l'on ne voit jamais tout même quand on a les yeux à la place du héros. Bienvenue dans Lady in the Lake. Accrochez-vous ici, la vérité flotte à peine et le reste coule. Il faut se remettre dans le paysage, parce qu'un film ne naît jamais seul. En 1946 et 1947, Hollywood est une grande marmite qui déborde. Tout le monde veut raconter l'après-guerre, mais personne ne sait encore comment. Les studios raclent leur fond de tiroir, les scénaristes fument 3 paquets par nuit, et les réalisateurs enchaînent les films noirs comme d'autres alignent les verres de Bourbon. Le public en raffole. Le doute, la corruption, les ruelles qui sentent le tabac froid. Après la guerre, tout ça semble étrangement familier. Alors la machine tourne à plein régime. The Big Sleep, Gilda, Out of the Past, Crossfire, et toute une collection de types fatigués qui traînent leurs ombres dans des intrigues trop tordues pour être honnêtes. Et c'est dans ce bouillon noir que débarque la MGM avec une drôle d'idée, adapter Raymond Chandler, le pape du privé désabusé, le type qui avait donné à Marlowe cette gueule d'intelligence cassée qu'Hollywood s'arrachait. Sauf qu'à la MGM, on n'était pas exactement spécialisé dans les descentes de flics à minuit. Eux, c'était plutôt les comédies musicales, les stars bien coiffées, les décors qui brillent. Autant dire que confier Chandler à ce studio-là, c'était comme demander à un chef pâtissier de couper du bois avec un scalpel. Possible, oui, mais fallait pas trembler. Et puis il y a Montgomery, Robert Montgomery, l'acteur maison. Propre sur lui, carriériste, irréprochable, en surface. Mais derrière son sourire de gentleman, le type avait une envie, réaliser, passer derrière la caméra, faire autre chose que réciter des dialogues écrits par d'autres. En 1947, il est en fin de contrat avec la MGM. C'est sa dernière cartouche. Alors il tente un truc qu'aucun producteur sensé n'aurait laissé passer. Un film entier en caméra subjective. Le studio grimace. Le service financier s'étouffe. Les ingénieurs froncent les sourcils. Mais le projet passe. Montgomery a ses entrées. Du prestige. Un nom qui rassure les actionnaires. Et surtout, Chandler est vendeur. Alors, pour une fois, MGM dit oui à un pari qui sent plus la cave que la salle de bal. Techniquement, on est en 1947. Le film noir est à son âge d'or.
Mais aucune major ne pense encore à révolutionner le langage du cinéma. On tourne vite, on tourne serré, on raconte les mêmes histoires avec des nuances d'ombre différentes. Montgomery, lui, veut casser la vitrine, forcer le public à entrer, pas seulement à regarder. Et Lady in the Lake sort donc dans un environnement saturé de polar, mais aucun qui vous mette littéralement à la place du détective. Les critiques ne savent pas trop ce qu'ils voient. Certaines colonnes saluent l'audace, d'autres parlent d'un gadget qui s'épuise. Le public, lui, suit par curiosité. La promesse est trop bizarre pour être ignorée. En 1947, un film comme celui-là n'est pas seulement un polar, c'est un geste. Une rébellion dans un studio trop habitué au vernis. Un doigt levé vers les conventions. Un réalisateur qui dit « Vous croyez connaître Marlowe ? Très bien. Maintenant, soyez Marlowe. On verra si vous tenez le choc. » C'est dans ce climat, entre saturation du film noir, audace technique, et dernier coup de dé d'un acteur-réalisateur, que Lady in the Lake voit le jour. Un film qui ne promet pas des réponses, mais une expérience. Et pour 1947, une expérience, c'était déjà énorme. L'histoire commence comme beaucoup d'histoires dans ce métier. Quelqu'un pousse une porte avec un sourire trop assuré, pour être honnête. Ce quelqu'un s'appelle Adrienne Fromsett, une femme brillante, taillée pour les bureaux bien chauffés d'un magazine à grand tirage, pas pour les ruelles luisantes de Los Angeles. Elle engage Marlowe, ou plutôt, elle vous engage, parce que dans ce film, vos yeux sont ceux du détective. Et dès qu'elle s'assoit en face de vous, vous comprenez que son histoire n'est pas complète, peut-être même qu'elle n'a jamais commencé. Son patron, un certain Deras Kingsby, a une femme cristal. Une femme qui, d'après Adrienne, a disparu, volatilisée. Plus un mot, plus une trace. Et Adrienne veut que Marlowe la retrouve. Une demande simple, en surface. Sauf que dans ce métier, rien n'est jamais simple. Et décidément, Adrienne Fromsett parle trop peu et trop bien. Quand Marlowe, c'est-à-dire vous, commence à remuer la poussière. Les premiers grains volent vite. On découvre un couple au bord de l'implosion. Un mari qui ne sait plus s'il doit aimer ou détester, une secrétaire trop vive pour être spectatrice, un flic trop nerveux pour être honnête, et une ville qui cache ses vérités, comme on cache des cadavres sous la neige. L'affaire de la femme disparue comme toujours vire à autre chose, plus sombre, plus brouillé, plus dangereux. Un appartement où personne n'ouvre vraiment la porte. Un type trop bien coiffé pour dire la vérité. Une maison secondaire près d'un lac qui ne raconte jamais la bonne histoire. Et une série de visages qu'on observe trop près parce qu'ils se penchent littéralement dans l'objectif. Leur manière de vous regarder, c'est déjà un aveu. Ce qui frappe dans cette intrigue, c'est la sensation que chaque personnage porte un masque. Pas un masque qui cache une identité spectaculaire, non. Un masque social, fait de petites politesses et de mensonges ordinaires. Le genre de masque qui tient jusqu'à ce que le détective pose la mauvaise question. Plus Marlowe avance, plus l'affaire glisse entre les doigts. Une lettre trop soignée pour être vraie, un témoignage qui sonne comme un numéro répété, un sourire qui dure 1 seconde de trop. Ce n'est jamais ce qu'on voit qui compte, c'est ce qu'on ne peut pas voir. Et le lac, quelque part dans l'ombre, attend. L'intrigue de Lady in the Lake, c'est le type d'histoire où l'on pense traquer une femme et où l'on finit par traquer une vérité que personne ne voulait retrouver, une vérité planquée dans les angles morts, les vôtres surtout, aucune explosion, aucune poursuite, rien d'héroïque, juste une accumulation de détails, de soupirs, de regards fuyants, et ce fichu sentiment au creux de l'estomac que la disparition de Crystal Kingsby n'est pas un accident mais un mensonge, mis en scène. Par qui et pourquoi? Ça c'est ce que Marlowe, et donc vous, devra découvrir, sans se noyer avant. L'histoire de Lady in the Lake, au premier abord, ressemble à un polar classique. Une femme disparue, un mari égaré, une employée trop brillante, une police sur les nerfs. Mais c'est une façade, un rideau tiré trop vite.
Quand on soulève le tissu, on découvre une mécanique bien plus retorse. Le premier point frappant, c'est que le récit fonctionne comme une mise en abîme du mensonge social. Tout le monde raconte quelque chose. Personne ne raconte la vérité. Et le film, malin comme un serpent, ne cherche jamais à rendre les mensonges spectaculaires. Ils sont minuscules, glissés dans un haussement de sourcils, un mot effacé, une confirmation donnée trop vite. On n'est pas là dans la grande manipulation hollywoodienne avec chute dramatique et coups de théâtre au milieu. On est dans le poison lent, dans cette façon qu'ont les gens de cacher leur vie derrière des apparences bancales mais persistantes. Et c'est précisément pour ça que l'histoire tient debout. Elle avance par friction, pas par explosion. Une intrigue qui repose sur les silences, pas sur les faits. À chaque nouveau personnage, vous sentez l'ombre du secret avant même qu'on vous décrive ce qu'il a fait. Montgomery et le scénariste Steve Fisher savent que Chandler n'a jamais écrit des histoires d'action, mais des histoires de moralité trouble. Ici, le meurtre n'est jamais l'intérêt central. C'est ce qu'il révèle du monde qui compte. Un monde où la vérité n'existe que dans les interstices, entre deux phrases, entre deux soupirs, entre deux mensonges. La structure, un labyrinthe qui se resserre. Le rythme, lui, est d'une particularité déroutante. Ce n'est pas un polar qui fonce, c'est un polar qui se referme. Chaque scène enlève une pièce du puzzle, mais jamais celle que vous espériez. On se retrouve avec plus de questions qu'on en avait en entrant. Mais c'est volontaire. Montgomery prend le risque énorme de faire dépendre son récit non pas de la vitesse, mais de la progression mentale de Marlowe. Et dans votre tête, l'étau se resserre exactement au rythme où les visages se rapprochent de la caméra. L'originalité, un récit littéralement immersif. Là où d'autres films noirs de l'époque jouent sur la lumière, l'ellipse, le montage, Lady in the Lake joue sur la proximité forcée. En plaçant la caméra dans les yeux de Marlowe, l'histoire perd ses échappatoires. Pas de plan large, pas de contre-champ, pas de respiration visuelle. Ce que Marlowe ignore, vous l'ignorez. Ce qu'il rate, vous le ratez. Tout ce que l'histoire possède comme ambiguïté, elle les dépose dans votre champ de vision. Et c'est à vous de vous débrouiller avec. C'est une idée brillante, sur le papier et parfois terriblement contraignante à l'écran. Le scénario doit compenser le manque de variété formelle en ajoutant des couches de mystère, lettres témoignages contradictoires, identité double, trajectoire brisée. Tout cela crée une ambiance où le moindre détail prend une valeur disproportionnée. Une intrigue simple, une interprétation complexe. Si on la dépouille de son dispositif, l'histoire est assez linéaire, ce qui est peut-être la meilleure décision du film. Avec un POV constant, il aurait été suicidaire d'adapter un des romans les plus labyrinthiques de Chandler. Alors, on simplifie, mais on intensifie. Le suspense ne vient pas de ce qu'il manque, il vient de ce qu'on nous montre trop près. Des yeux qui se fixent sur l'objectif, comme s'ils voulaient entrer dans votre tête. De ces petites intonations qui font mentir des phrases en apparence anodines. Des portes entr'ouvertes qui semblent vous jauger. Ce que l'histoire dit réellement. Lady in the Lake raconte une disparition, oui. Mais surtout, il raconte l'impossibilité de percevoir clairement, même quand on croit être aux premières loges. C'est un film sur l'aveuglement, du détective, et donc sur le nôtre. Un film où la vérité est moins un fait qu'un reflet. Et parfois les reflets ne disent rien. Ou trop. C'est ce qui donne à l'histoire son charme étrange. Un peu bancal, mais captivant. Elle avance comme un homme qui traverse un couloir sombre en tenant sa respiration. Elle ne promet pas un choc final. Elle promet une vérité trouble. Une vérité qui coule lentement comme un corps dans un lac glacé. Dans un film où la caméra est littéralement à la place du détective, le jeu d'acteur devient une épreuve d'équilibriste. Il ne suffit plus de jouer bien. Il faut jouer pour un œil qui vous observe à 20 cm, un œil qui ne cligne jamais, un œil qui, paradoxalement, n'est pas le vôtre, mais celui du public tout entier.
C'est peu dire que le casting de Lady in the Lake n'a pas eu la vie facile. Et pourtant, chacun y apporte quelque chose de singulier, de presque dérangeant. Robert Montgomery, Philip Marlowe, ou plutôt vous êtes Marlowe. Montgomery est un cas particulier dans l'histoire du cinéma noir. L'acteur principal n'apparaît presque jamais. Quand il se montre enfin, c'est par fragments, une main, un reflet, une ombre. Sa présence, ce n'est pas son visage, c'est sa voix. Et quelle voix! Une voix posée d'un calme presque clinique, avec ce détachement qu'on retrouve chez les détectives usés mais pas encore brisés. Montgomery joue Marlowe en fantôme, pas là, mais partout, comme une conscience qui commande votre propre regard. Le pari qu'il fait, c'est de remplacer l'incarnation par la suggestion. Et même si ça frustre les amateurs de Marlowe charismatique à la Bogart, il faut reconnaître qu'il tient la distance. Il joue un Marlowe fatigué, lucide, rarement agressif, mais profondément tenace. Il est ce détective qui n'impose pas sa présence, il la laisse planer. Audrey Totter, Adrienne Fromset, la femme qui brise l'écran. Ah, Audrey Totter. S'il y a quelqu'un qui comprend le dispositif, c'est elle. Totter ne joue pas pour la caméra, elle joue contre elle. Elle fixe l'objectif, comme si elle essayait d'en percer le secret. Comme si elle voulait savoir qui se trouve derrière vous, Marlowe ou le monde entier. Elle incarne Adrienne avec une intelligence rare, autoritaire, sans être brutale, séduisante, sans être artificielle manipulatrice, mais toujours crédible. Elle domine la scène comme une femme habituée à dicter les règles, et non à les suivre. Ce qui frappe, c'est sa frontalité dans un autre film. Ce serait un défaut. Ici, c'est une arme. Elle devient la personnification même du mensonge social. Élégante, brillante, parfaitement polie, et pourtant dangereuse. Totter signe l'une des grandes performances féminines du film noir MGM. On ne la regarde pas, elle nous regarde. Lloyd Nolan, lieutenant, de Garmotte, la menace institutionnelle. Nolan, c'est le bloc de béton du film. Il n'a pas besoin de hausser le ton pour intimider. La façon dont il avance vers la caméra suffit à mettre n'importe qui mal à l'aise. Parce qu'il marche vers vous, vers votre visage, vers votre espace vital. Son interprétation est remarquable de précision colérique, nerveux, mais jamais caricaturale. Il joue ce type de flic qu'on préfère éviter dans les commissariats, celui qui vous pose une question sans attendre la réponse, parce qu'il a déjà décidé que vous êtes coupable. Chaque scène qu'il partage avec Marlowe est un bras de fer silencieux. Nolan sait exactement comment utiliser le POV. Il ne joue pas en face, il joue au-dessus. Leon Ames, d'Eras Kingsby, la respectabilité fissurée. Ames est parfait dans le rôle du mari respectable, trop parfait même. Sa manière de fuir les regards est presque plus éloquente que ses répliques. Il joue un homme coincé entre sa réputation et ses secrets, tendu comme un câble électrique. Ames apporte la nuance que le film exige, ni innocent, ni coupable. Mais englué dans une situation qui le dépasse, il représente l'Amérique respectable, qui aime bien faire semblant jusqu'à ce que quelqu'un, un détective par exemple, commence à poser les mauvaises questions. Jane Meadows, Mildred Haviland ou Mrs. Fallbrook, deux visages, un trou dans la vérité. Meadows joue une femme double fraîche et aimable d'un côté, trouble et fuyante de l'autre. Elle donne l'impression de changer légèrement de visage selon qu'elle cherche à séduire, à mentir ou à s'en sortir. Elle saisit parfaitement l'âme du film des personnages, qui n'existent jamais tout à fait des vérités, qui n'ont pas de forme stable. Son jeu finit par vous laisser dans un état étrange, un mélange de compassion et de suspicion. Comme si elle cachait quelque chose de vital, mais qu'elle ne savait pas vraiment comment le dire. Les seconds rôles des ombres qui parlent. Même les acteurs secondaires comprennent la mission, se pencher dans la caméra comme s'ils vous évaluaient. Chaque apparition devient un interrogatoire silencieux. Ici, personne ne passe par hasard, personne n'est neutre. Chacun porte une pièce du puzzle, mais aucun ne vous la donne sans vous mettre mal à l'aise. Bilan du jeu d'acteur. Si on enlève le dispositif, les performances seraient peut-être simplement solides. Mais avec le dispositif, elles deviennent étranges,
dérangeante, hypnotique. Les acteurs se battent contre la limite imposée par la caméra subjective. Et cette lutte crée justement le trouble constant qui fait la force du film. Dans Lady in the Lake, on ne regarde pas les acteurs jouer, les acteurs nous regardent exister. Et ça, c'est le vrai frisson. S'il existe un film noir qui ne peut pas être raconté sans parler de sa mise en scène, c'est bien celui-là. Parce que Lady in the Lake, ce n'est pas une histoire filmée, c'est une expérience optique, un prototype, une tentative presque scientifique de faire passer le spectateur derrière les yeux d'un détective privé. Et pour 1947, c'était quasi de la folie douce. 1. La caméra subjective intégrale. Le pari de Montgomery. Montgomery ne s'est pas contenté de filmer quelques scènes en POV comme l'avaient tenté d'autres réalisateurs. Non, il a décidé que tout le film ou presque serait vu à travers les yeux de Marlowe. Concrètement, cela implique pas de plan d'ensemble traditionnel, pas de contre-champ, pas de respiration visuelle, pas d'acteur principal physiquement présent pour guider la scène. La caméra est Marlowe. Et ça change tout. Ce n'est plus un film où l'on regarde le détective fouiller. C'est un film où on fouille à sa place, où chaque pas, chaque poignée de porte, chaque regard d'un suspect semble diriger vers nous avec une intention que l'on ne peut jamais vérifier. 2. Les contraintes du tournage. Un cauchemar organisé tourné en POV aujourd'hui, c'est déjà compliqué. En 1947, c'est un numéro d'équilibriste. Les ingénieurs MGM ont dû modifier des caméras pour les rendre plus légères, plus mobiles, compatibles avec des mouvements humains, capables d'être manipulés à hauteur d'œil, utilisables dans des décors exigus. Un opérateur se tenait littéralement à la place du détective, apprenant à marcher, se retourner, vaciller comme un personnage, tout en tenant un appareil pesant bien plus qu'une tête humaine. Chaque mouvement, chaque geste de Marlowe devait être coordonné. Ouvrir une porte, attraper un objet, recevoir une gifle, c'était chorégraphié au millimètre. Les acteurs, eux, devaient regarder la caméra comme s'ils parlaient à un visage absent, ce qui demande une précision presque théâtrale, 1 centimètre d'écart, et le regard semble faux, décalé, inhumain. Le dispositif impose au jeu et à la mise en scène une forme de rigueur et une étrangeté permanente. 3. Les reflets, l'unique apparition du détective. Pour montrer Marlowe sans détruire le principe du point de vue, Montgomery utilise la seule solution possible, les miroirs. Ces moments-là demandent une acrobatie technique rare, placement exact de la caméra pour que le reflet soit visible, coordination entre l'opérateur et Montgomery pour que le regard colle, lumière adaptée pour éviter que l'objectif soit perceptible. Ces apparitions sont brèves, presque spectrales, et c'est voulu. Marlowe n'a pas de corps, il n'a qu'une voix et un destin. 4. Le montage, les coupures au noir, comme perte de conscience, dans un film normal. Un coup de poing entraîne un plan coupé, un son, un effet dramatique. Ici, quand Marlowe est frappé, l'écran devient noir, puis revient lentement à la lumière. Exactement comme si le spectateur se réveillait avec lui. C'est une trouvaille simple mais brillante. Elle ancre le film dans une corporéité étrange. Vous ne voyez pas Marlowe tomber, vous tombez avec lui. Le montage sert donc une fonction narrative rare, donner au public la subjectivité parfaite, y compris dans les moments de faiblesse. 5. La photographie, un film noir, sans ses ombres habituelles. Paul C. Vogel choque les puristes du genre. Pas de grand contraste à la double indemnity. Pas de silhouette découpée comme chez Tourneur. Pas de géométrie expressionniste. Pourquoi ? Parce que filmer en POV impose d'autres règles. Le décor doit rester clair, lisible, accessible. Un détective qui ne voit rien ne peut pas enquêter. Alors, le film renonce à la beauté plastique du noir classique pour un réalisme visuel presque clinique. Le résultat est déroutant.
On perd le charme du clair-obscur, mais on gagne en immersion. Ce choix à l'époque a décontenancé les critiques. Aujourd'hui, il donne au film une aura quasi documentaire. 6. Le sound design, une voix pour guider le spectateur. La voix off de Montgomery devient la colonne vertébrale du film. Sans elle, la caméra subjective serait un labyrinthe. Avec elle, chaque geste prend sens. Elle n'explique pas trop, elle accompagne. Elle ajoute du cynisme, du recul, de l'ironie. Elle donne au spectateur la conscience de Marlowe quand la caméra lui donne son corps. C'est un duo étrange, mais ça fonctionne. 7. La musique, un contrepoint discret, presque pudique. David Snell ne cherche pas à envahir le film. Le score reste en retrait, laissant la voix off et les dialogues dominer. La musique n'est pas là pour amplifier l'émotion. Elle est là pour remplir les silences, parce qu'un film en POV laisse peu de place au montage expressif. On obtient une bande sonore modeste, mais très cohérente. 8. Résultat global, une mise en scène admirable et piégeuse. Le film est un prototype, un laboratoire. Il n'est pas parfait, il ne cherche pas à l'être, mais il a cette audace que peu de films noirs de l'époque possèdent, oser un dispositif jusqu'au bout, sans compromis, sans retour en arrière. C'est un film qui teste le public, qui teste les acteurs, qui teste la patience du studio et qui presque par miracle tient debout. La mise en scène de Lady in the Lake n'est pas seulement une idée technique, c'est un geste artistique, un défi lancé au langage du cinéma. Un pari auquel Montgomery a sacrifié tout confort formel pour tenter un truc que personne n'avait encore osé dans un long métrage. Regardez l'enquête depuis l'intérieur. Ce n'est pas un film qu'on contemple, c'est un film qu'on traverse. Le film noir, c'est une grande famille. Il y a les têtes brûlées, les dépressifs, les bavards, les élégants, les dangereux, les désespérés. Et au milieu de tout ça, un oncle bizarre, un peu décalé, qui débarque avec une invention que personne ne comprend mais que tout le monde finit par respecter. Cet oncle, c'est Lady in the Lake. Pour comprendre ce que représente ce film en 1947, il faut le poser sur la table à côté de ses frères et sœurs. Et là, les différences sautent aux yeux. 1. Lady in the Lake vs. The Big Sleep, 1946. Le chaos élégant contre le chaos immersif. Chez Howard Hawks, Marlowe avait le visage de Humphrey Bogart, la voix d'un type qui pourrait réciter la liste des courses avec panache, et une assurance qui masquait à peine la complexité invraisemblable de l'intrigue. Dans The Big Sleep, le détective domine la pièce. Dans Lady in the Lake, le détective est englouti par la pièce. Bogart triomphe par la présence, Montgomery par l'absence. The Big Sleep, c'est le film noir bavard brillant débordant d'énergie sexuelle et d'ironie. Lady in the Lake, c'est le film noir silencieux, claustrophobe, qui vous met le nez sur les mensonges. Les deux adaptent Chandler, mais avec deux philosophies diamétralement opposées. Hawks, la virtuosité. Montgomery, l'immersion. 2. Lady in the Lake versus Laura, 1944. L'image fantasmée contre l'image impossible. Dans Laura Otto, Preminger construit un mythe, celui d'une femme idéale, absente, sublimée par la mort, transformée en icône. Le détective tombe amoureux d'un fantôme. La caméra, elle tombe amoureuse de son portrait. Dans Lady in the Lake, la femme absente. Crystal Kingsby n'a rien de mythique. Elle n'est ni portrait ni fantasme. Elle est trou absence vide, autour duquel tourne toute l'affaire. Une femme dont on parle beaucoup, qu'on décrit, qu'on interprète, mais qu'on ne voit jamais vraiment. Preminger transforme l'absence en légende. Montgomery transforme l'absence en suspicion. L'un bâtit un rêve, l'autre creuse un manque. 3. Lady in the Lake versus Dark Passage, 1947. Deux POV, deux philosophies. Ah, celui-là, c'est son cousin le plus proche. Dark Passage, avec Bogart et Bacall, utilise aussi la caméra subjective, mais seulement pendant son premier acte. Juste le temps de justifier une chirurgie esthétique. Le procédé est brillant,
mais ponctuel. Il sert le récit, il n'est pas le récit. Dans Lady in the Lake, le POV est une loi. Il structure le film du début à la fin. Montgomery ne cherche pas la facilité. Il fait du point de vue la charpente, le sol, les murs, le plafond. Dark Passage prouve que la caméra subjective peut fonctionner. Lady in the Lake prouve qu'elle peut tenir tout un film, même si c'est parfois dangereux. 4. Lady in the Lake versus le film noir. MGM, ce n'est pas la RKO, ce n'est pas Universal, ce n'est pas la Fox. Eux, c'est le glamour, les comédies musicales, les décors propres, quand ils font du noir. Ça brille, ça sent le budget, le contrôle, le studio réglé comme une horloge. Et puis débarque Montgomery qui casse la vaisselle, qui impose une caméra nerveuse, des scènes serrées, une lumière presque documentaire. C'est un film MGM sans les paillettes, un intrus dans la maison des lions rugissants. 5. Lady in the Lake comme précurseur de techniques modernes. Le POV intégral du film est un ancêtre direct, des séquences en FPS au cinéma, des films found footage qui empruntent la sensation d'optique embarquée, des expériences immersives, hardcore, Henry Enter the Void, etc. Du langage visuel du jeu vidéo narratif. Montgomery ne le savait pas, mais il venait de toucher à une grammaire qui exploserait 50 ans plus tard. 6. Une identité unique dans l'histoire du genre. La plupart des films noirs cherchent à mettre en scène une enquête. Lady in the Lake, lui, cherche à mettre en scène la perception de l'enquête. C'est là que le film prend sa place, singulière. Il ne raconte pas seulement une histoire de mensonge, il en fait une expérience sensorielle. Dans un paysage rempli de gangsters charismatiques, de femmes fatales sculptées dans l'ombre et de détectives en trench. Lady in the Lake choisit d'être autre chose, un film noir philosophique, presque métaphysique, où l'on ne sait plus très bien si on regarde une enquête ou si on enquête sur la manière dont on regarde. Aucun autre film noir de cette époque n'a osé aller aussi loin dans la subjectivité totale, et c'est pour ça qu'il reste encore, aujourd'hui, une curiosité fascinante. À sa sortie, Lady in the Lake n'a pas laissé le public indifférent, et c'est le moins qu'on puisse dire. Un film noir raconté à la première personne, il fallait s'attendre à ce que ça secoue quelques colonnes de journaux et quelques verres de Bourbon. 1. La réception critique en 1947. Entre fascination et agacement, le New York Times, Bosley Crowther, critique influent, ne mâche pas ses mots, il salue l'audace, mais accuse le procédé de s'essouffler. Pour lui, le film tente quelque chose de grand, mais finit par devenir un exercice de style trop rigide. On vous regarde jouer à être Marlowe, mais on vous prive de Bogart. Et à Hollywood, ça se paie. Le Los Angeles Times, beaucoup plus enthousiaste. Le quotidien voit dans le film une tentative courageuse, presque révolutionnaire. Un geste de cinéma pur, une manière de dépoussiérer le roman noir. Le journal applaudit l'ambition technique et reconnaît que Montgomery pousse le langage du cinéma dans une direction que peu osent explorer. Variety, toujours pragmatique, reconnaît l'innovation, mais doute de son efficacité pour le public. Le magazine parle d'un gimmick brillant mais épuisant, un tour de magie qui impressionne mais qui ne tient pas toujours la longueur. La presse spécialisée. Certains critiques saluent la précision du jeu d'acteur, l'audace du dispositif et le respect global envers l'esprit de Chandler. D'autres trouvent que le film manque de souffle, de rythme, et que la caméra subjective finit par devenir un mur plutôt qu'une porte. En résumé, le film divise, et c'est souvent le signe qu'il tente quelque chose d'intéressant. 2. La réception du public. La curiosité paie. Le public, lui, se déplace. La promesse d'un film entièrement subjectif intrigue. Les spectateurs veulent voir le film où l'on est Marlowe. Résultat, budget, environ $1 million. Recettes, plus de 2,6 millions. Un succès respectable, surtout pour une œuvre aussi atypique.
Le public n'a peut-être pas adoré, mais il a regardé. Et ça, pour la MGM, c'était déjà un joli cadeau de Noël. 3. La réception française, plus tardive. Quand le film arrive en France, les critiques ont déjà digéré les films noirs américains classiques. La génération critique d'après-guerre, un peu plus littéraire, un peu plus dure, accueille le film avec davantage de scepticisme. On lui reproche de réduire Chandler, de sacrifier la beauté plastique du noir classique, de manquer de souffle dramatique. Mais certains y voient un ancêtre d'un cinéma plus introspectif, plus expérimental, moins dépendant des codes visuels du noir traditionnel. 4. Réévaluation moderne. L'enfant bizarre du film noir devient culte. Les décennies passent et Lady in the Lake devient ce qu'on appelle une curiosité prestigieuse. Un film que les étudiants en cinéma doivent étudier, un film que les réalisateurs citent comme influence marginale, un film que les amateurs de Chandler regardent pour comprendre ce qu'il ne fallait peut-être pas adapter, mais qu'on est heureux que quelqu'un ait essayé. Aujourd'hui, le film est valorisé pour pallier son audace formelle, son influence technique, son rôle pionnier dans l'histoire du POV, sa dimension presque méta, avant l'heure. On lui pardonne ses maladresses, on admire son culot. Le film est devenu ce que beaucoup d'œuvres atypiques deviennent, un éclat de cinéma que l'on ne peut classer nulle part, mais qu'il serait criminel d'oublier. 5. L'héritage artistique, influence formelle. On retrouve des traces de Lady in the Lake dans Dark Passage, même année, certaines séries télé des années 50, 60, des expériences immersives modernes, Gaspard Noé Cinéma VR, des séquences en caméra embarquées de films d'action, l'esthétique du jeu vidéo en vue subjective. Montgomery n'était pas un visionnaire délibéré, mais il a ouvert une porte étroite, instable, dangereuse mais nécessaire. Influence sur l'adaptation de Chandler. Peu de films ont osé s'éloigner autant du style littéraire. Bogart, Gould, Mitchum, tous ont cherché à incarner Marlowe. Montgomery, lui, a cherché à le dissoudre dans le spectateur, c'est unique. Et c'est pour ça que le film reste fascinant. Influence thématique, la subjectivité totale annonce un cinéma où la perception est plus importante que l'action. Le regard est un personnage. La vérité est une expérience, pas un dénouement. En 1947, c'était révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est une évidence. Entre les deux, il y a Lady in the Lake. 6. Héritage culturel. Un film à part, mais indispensable. Le film n'est pas un classique au sens populaire du terme. On ne le cite pas en premier quand on parle de film noir. Il n'a pas la puissance de The Big Sleep, ni la beauté glacée de Out of the Past, ni la violence élégante de Gun Crazy. Mais il a quelque chose que les autres n'ont pas le courage de tout miser sur une idée. Même si cette idée vous met mal à l'aise, même si elle vous laisse parfois sur le bord de la route, pour un film noir, c'est peut-être la plus belle définition de l'honnêteté. Il y a des films qui se regardent et d'autres qui se traversent. Lady in the Lake fait partie de ceux qu'on traverse parfois avec maladresse, souvent avec curiosité, mais toujours avec cette étrange sensation d'être observé par ce qu'on observe. C'est un film bancal, oui, un film qui force trop sur son idée peut-être, mais c'est aussi un geste rare, celui d'un réalisateur qui ose tout miser sur une vision quitte à perdre les spectateurs au passage. Et moi, j'ai du respect pour ceux qui tentent des choses impossibles, même s'ils s'y brûlent les ailes. Il lui manque la souplesse des grands noirs classiques, la majesté des ombres, la densité d'un vrai Bogart, mais il compense avec une audace que la MGM n'a plus jamais vraiment retrouvée. C'est un film qui claque la porte du confort et vous force à entrer par la lucarne. Et rien que pour ça, il mérite qu'on y retourne. Vendredi prochain, dans Chronique Noire, on changera de terrain et d'auteur. Un vieux compagnon de notre saison 1, celui d'une certaine enquête ferroviaire, reviendra à sa manière. Je vous promets une fièvre différente. Et vous dites-moi, avez-vous déjà plongé dans ce lac et qu'est-ce que vous y avez trouvé ?